Bettina Laville est conseillère d'État, avocate. Elle a fondé le comité 21. Elle préside une association qui s'appelle Vraiment Durable. Et on l'a connue dans beaucoup d'instances politiques avec des rôles fondamentaux en France, particulièrement dynamiques, notamment depuis Rio, parce que c'est elle qui, à l'époque, avait emmené la délégation française à Rio. Voilà. Elle a une réflexion, je pense, très intéressante sur ce sujet et je suis ravi de l'entendre. C'est un peu provoquant, effectivement, ce titre « À qui appartient la nature ?» parce que finalement, nous sommes, comme d'habitude d'ailleurs dans tous les sujets écologiques, assez schizophrènes. C'est-à-dire que la nature n'appartient à personne, c'est bien connu. La nature, elle est d'essence divine pour finalement toutes les traditions religieuses, pratiquement, et toutes les traditions, je dirais, non seulement monothéistes, mais toutes les traditions déiste de la terre. Elle est divine et donc elle est sacrée. Ce qui est sacré ne s'échange pas, ce qui est sacré ne se vend pas, et par conséquent, ce qui est sacré ou se conserve ou se célèbre. Voilà. Et nous avons donc en nous une espèce de foi dans le fait que la nature est finalement un bien, bien, public, privé, etc. Déjà, les mots qui fâchent, qui divisent ou qui rassemblent, ça dépend. La nature est un bien dont on peut tous profiter. Et d'ailleurs, sauf quand le législateur s'en mêle, on peut, sauf malheureusement quand on est aveugle, tous regarder un paysage. Même le prisonnier, parfois, peut regarder le ciel à travers les barreaux de sa cellule. Et même le malade peut jouir de la nature. Même la personne privée de liberté en a une toute petite part. Et que cette nature soit montagneuse, maritime, que cette nature soit cultivée ou en jachère, que cette nature appartienne à quelqu'un ou n'appartienne à personne, nous avons la possibilité d'en jouir du regard et donc elle appartient à tous. Mais en fait, est-ce vraiment cela ? Parce qu'il existe, et là aussi c'est un peu moins vieux quand même que les cultures religieuses, mais c'est également très ancien. Le droit de propriété est venu diviser en fait cette nature et les droits de propriété les plus anciens, puisque le droit de propriété évidemment s'est exercé et d'ailleurs s'est forgé lorsqu'on s'est mis à cultiver la terre, c'est-à-dire à s'approprier la nature pour la cultiver et à en répartir le fruit et les bénéfices. Voilà. Et donc, nous avons donc cette double culture, et pratiquement dans tous les pays du monde, cette culture qui est la nature est un bien quasi divin, ceci est d'ailleurs complètement relayé par une tradition littéraire, et vous avez qu'à relire toutes les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau. Pour célébrer la nature, il ne s'occupe pas de qui elle appartient. Et quand il traverse les champs et quand il cueille toutes les espèces pour faire de la botanique, il ne se demande pas s'il cueille des espèces qui appartiennent à quelqu'un. Donc, tout un pan de notre culture. L'autre pan de notre culture, c'est bien entendu que cette nature, nous devons l'utiliser, nous en nourrissons. C'est le socle, en fait, à la fois de notre droit et à la fois ce sont nos ressources. Et par conséquent, nous devons non seulement en délimiter les parcelles, déjà, encore une fois, les mots juridiques, et nous devons également en organiser les usages. Et délimiter les parcelles, organiser les usages, voilà, là aussi, le socle de tout ce qui est le droit agricole, et plus tard, ce qui est le socle de la biodiversité dont on va parler. Alors, ce n'est pas par hasard que le titre est à qui appartient la nature. Aujourd'hui, je me demande si nous n'avons pas un peu peur de parler de ce mot nature.
La loi de 1976 était une loi de protection de la nature. Qui parle de nature aujourd'hui? On parle beaucoup de biodiversité. Voilà. On parle. Le hasard faisait que j'écoutais la radio en arrivant et il y avait une émission sur une station évidemment que je ne dirai pas, enfin qui est tout à fait avouable et publique, où il y avait une émission sur la biodiversité dans les pays francophones. Et on avait un Canadien absolument délicieux qui parlait de biophilie. Alors maintenant, vous voyez, l'amour de la nature, qui est quand même un des thèmes littéraires les plus riches, les plus nourris, et finalement qui a inspiré le plus de gens, devient de la biophilie, exactement comme la nature devient la biodiversité. Alors, est-ce qu'il faut s'en réjouir ou pas? Et là, finalement, peu à peu, on arrive à la question de l'appartenance de la nature. À qui appartient la nature? Eh bien, la nature, elle appartient à celui qui la possède. Qui possède la nature? Dans l'exposé qui a conduit à ce petit colloque, vous aviez effectivement des exemples de cultures où la nature pouvait appartenir à celui qui la cultivait, et donc à celui qui en faisait usage, à celui qui la faisait fructifier, comme dans la célèbre parabole. Et puis d'autre part, vous avez aujourd'hui un droit de propriété qui fait que la nature peut appartenir à des gens qui ne s'en occupent pas, sauf que, d'ailleurs, de plus en plus, le fait de ne pas s'en occuper est considéré comme quelque chose qui doit être corrigé par le législateur afin de protéger ce bien, certes privé, mais dont la richesse est publique. La preuve, c'est que la puissance publique s'occupe de cette propriété privée, et c'est évidemment les exemples très, très importants et très multiples du Code forestier. Eh bien, nous avons par conséquent un droit de la puissance publique à s'occuper de la propriété privée quand la nature risque de s'endommager ou de ne pas être cultivée de manière, oserais-je dire, j'ai quand même tenu à peu près, je ne sais pas, 10 minutes avant de prononcer le fameux mot durable. Voilà. Et donc, vous avez bien entendu toujours cette dichotomie, et peu à peu, avec la propriété, lorsqu'on parle du vivant, de ce qui est finalement le produit de la nature, c'est-à-dire le vivant, eh bien, nous parlons beaucoup de biodiversité. Bien entendu, il y a cette convention sur la biodiversité signée à Rio en 1992, qui n'est pas une convention internationale sur la nature, mais qui est une convention internationale sur la biodiversité. Alors, je voudrais d'abord dire qu'il y a à Rio, on croit que c'est la première grande convention internationale sur la défense de la nature. La réponse est non. La réponse est non à double titre. Premièrement, parce qu'il y a toutes sortes de conventions qui protègent certains aspects de la nature, que ce soit la nature animale, la faune, la flore. Elles sont extrêmement nombreuses. C'est d'ailleurs pourquoi très souvent on veut les rassembler dans une espèce d'organisation mondiale de l'environnement, avec d'autres d'ailleurs, qui ne s'occupent pas forcément de nature ou de biodiversité. D'une part, il y en a d'autres, et d'autre part, je voudrais dire que cette convention de 1992 est un vrai tournant par rapport à ce dont j'ai parlé au départ, c'est-à-dire la nature bien commun, le bien de tous, et la biodiversité bien privée.